Je suis une vagabonde. J'ai devant moi, de l'autre côté du miroir, dans la mystérieuse chambre des reflets, l'image d'une femme de lettres qui a mal tourné. La vagabonde est sélectionnée pour le prix Goncourt, une première reconnaissance. Au moment de sa publication, un journaliste demande à Colette si elle est féministe. Sa réponse fuse. Oh non, les suffragettes me dégoûtent. Et si quelques femmes en France s'avisent de les imiter, j'espère qu'on leur fera comprendre que ces mœurs-là n'ont pas cours en France. Savez-vous ce qu'elles méritent, les suffragettes? Le fouet et le harem. Quelques années plus tard, Colette persiste et signe. Elle déclare que les femmes ne devraient pas se mêler de politique pour la simple raison que 2 à 3 jours par mois, elles ont leurs règles et deviennent, je cite, irritables, colériques, imprévisibles. Colette la divorcée, Colette l'indépendante, Colette la bisexuelle, serait-elle antiféministe? C'est le paradoxe d'une femme libre et qui pense que l'agitation politique des suffragettes n'a aucun sens pour elle. Que l'engagement politique en général n'a pas de sens, en tout cas n'a pas de sens pour les femmes. Si on pense qu'une féministe est une femme qui mène un combat pour la reconnaissance des talents, des capacités ou simplement de la dignité des femmes, Colette n'est pas le moins du monde féministe, elle est même totalement étrangère à ce type de revendication. Par contre, il est absolument évident que dans ses livres, les personnages féminins mènent la danse, qu'elle les décrit non seulement dans toutes leurs ambiguïtés, c'est-à-dire leur faiblesse, mais aussi leur puissance, leur jeunesse, mais aussi leur vieillesse. Et c'est vrai qu'elle a plaidé comme personne pour l'émancipation des femmes, pour la liberté sexuelle, qu'elle a été une grande louangeuse de la sororité, qu'elle a contesté l'institution du mariage. Elle disait des épouses qu'elles étaient les nurses pour messieurs adultes. Bref, elle a été une femme libre dans sa vie, sans qu'elle puisse le traduire sur un plan doctrinal, et c'est peut-être très bien comme ça. En tout cas, vivre doit lui suffire. La manière dont elle s'est conduite et méconduite, c'était déjà un peu politique à son époque. Si bien qu'on ne peut pas la réduire, me semble-t-il, à était-elle féministe ou ne l'était pas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on est féministe, on est très content qu'elle ait écrit. En décembre 1910, Colette commence à collaborer au journal Le Matin, l'un des plus grands quotidiens de l'époque, et elle s'imagine déjà une nouvelle carrière, en même temps qu'un nouvel amour. Printemps 1911. Quelques mois après son arrivée au Matin, les tensions entre Colette et Missy se multiplient. Alors qu'elles séjournent ensemble à Rosevenne, près de Saint-Malo, dans la villa que Missy a achetée pour Colette, l'apprenti journaliste trouve tous les prétextes pour rentrer à Paris, où l'attend son nouvel amant. Et cette fois-ci, l'affaire est sérieuse. Colette est amoureuse. Le baron Henri de Jouvenel des Ursins est l'un des 2 rédacteurs en chef du Matin. Il est beau, riche, séducteur et promis un brillant avenir politique. À 35 ans, il est divorcé de sa première épouse, avec qui il a eu un fils, Bertrand. Colette a 38 ans, et entre la saltimbanque et le grand patron de presse, c'est le coup de foudre. À l'été, Missy doit se résoudre. Élégante comme à son habitude, elle écrit à Henri de Jouvenel pour lui confier officiellement Colette. Les 2 femmes ne se reparleront plus pendant 20 ans.
Colette, qui va la mettre en scène dans ses plaisirs devenus le pur et l'impur, sous le nom de la chevalière, fera dire à la chevalière qu'elle n'aura été qu'un fantôme. Effectivement, elle aura été dans la vie de Colette cette ombre qui passe, mais qui fut une belle ombre.